La bande dessinée a ceci de particulier, c'est que c'est, ou du moins ça doit être, une synthèse parfaite entre le texte et l'image. Si vous avez un texte qui peut se passer de dessin, si vous avez un dessin qui peut se passer de texte, ce n'est plus une bande dessinée. La voix d'un des génies du XXe siècle, René Goscinny. Après son dictionnaire Goscinny, Aimard du Châtenay publie avec son camarade Christian Marmonnier un beau livre aux éditions de La Martinière, René Goscinny, la première vie d'un scénariste de génie, dans lequel on apprend qu'il aura fallu que Goscinny rencontre ses dessinateurs, Maurice et Uderzo, pour se dessiner à n'être plus que scénariste et abandonne définitivement le dessin. Premier croquis, archives les plus étonnantes, tout y est, et Aimard du Châtenay est également l'invité de ce charivari qui débute avec une vieille connaissance, Salif Keita, Ladji. Aimard du Châtenay, bonsoir. Bonsoir. René Goscinny, la première vie d'un scénariste de génie aux éditions de La Martinière. Alors la première question que je me posais quand même, c'est un peu miraculeux. Tout ça a été conservé. On a l'impression que quasiment du premier crowbar de René Goscinny jusqu'au dernier épisode de son vivant d'Astérix, on a tout l'atelier d'un génie, toute l'œuvre. Oui, faire rigoler les femmes, René Goscinny a fait rire des millions de lecteurs et continue de les faire rire parce que son œuvre est extrêmement vivante et a toujours le même succès. La démarche qu'on a eue avec Christian Marmonnier, c'est de se dire, c'est toujours intéressant de connaître la genèse d'un mythe, en l'occurrence Astérix, pour parler de l'œuvre la plus célèbre de René Goscinny et d'Albert Uderzo. Et on s'est dit, mais comment en est-il venu à créer ce personnage, à écrire ces blagues et ces gags les plus célèbres? Je pense à « Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée, toute non, l'envahisseur... » Enfin bon, vous connaissez la suite, phrase d'anthologie. Et c'est toujours intéressant de se plonger dans ce qui a précédé tout ça. Alors effectivement, on a eu de la chance, Anne Goscinny, sa fille de René Goscinny, conserve précieusement toutes ses archives, parce que lui-même, René Goscinny, qui est donc né en France, a vécu toute sa jeunesse en Argentine, a commencé ses débuts à New York avec la bande d'Harvey Kurtzman, puis est arrivé en France, a toujours conservé dans sa petite valise, dans ses petites malles, tous ses dessins d'enfance, tous ses dessins de jeunesse. Alors que quand on voyage beaucoup, on perd tout normalement. Oui, puis quand on est un inconnu... Lui, il a réussi à tout garder, alors qu'effectivement, il était un inconnu. Puis, voilà, quand on est un inconnu, on fait quelques dessins pour des studios américains, des pubs, des crobards d'enfance, mais on perd ça, puis surtout la gloire aidant, on se débarrasse de cette espèce de passé dont on n'a pas toujours forcément un bon souvenir parce que ce sont les années de galère. Il a tout gardé, Anne aussi, on a ouvert les cartons, on a exhumé. Et là, aux surprises, René Goscinny n'est pas simplement le magicien des mots, le roi du gag, mais c'était aussi un excellent dessinateur, et ceci explique peut-être cela. Alors, par exemple, le premier Gaulois dessiné par René Goscinny, ce n'est pas Astérix qui a été dessiné par Uderzo, mais lui-même a dessiné, des années avant, son premier Gaulois. Donc on voit aussi là le cheminement d'une pensée, quoi. Et là, c'était stylo au crayon à la main. Voilà. Dans ce livre, il y a 400 dessins inédits de René Goscinny, et il y a beaucoup de dessins de jeunesse, qui sont, quand il a entre 15 ans et 20 ans. Et on s'aperçoit de quelque chose qui est aussi vrai pour nous tous, c'est qu'entre 15 ans et 20 ans, c'est la matrice. Qu'est-ce que dessine Goscinny quand il est avec son petit calepin à la main, ou qu'il collabore à la revue du lycée? Il dessine effectivement, notamment, un Gaulois avec des braies qui chante et qui danse sur un air de boogie, sur un air de Radio Lutèce. Donc, gros clin d'œil, est-ce que c'est l'ancêtre d'Astérix? C'est un peu réducteur, mais il y a les ingrédients, il a déjà envie de tourner en dérision les Gaulois. Qu'est-ce qu'il dessine? Il dessine l'envahisseur de l'époque, donc il a 15-20 ans pendant ces années 40. Eh bien, c'est Hitler, c'est Staline, donc c'est Mussolini. Ce sont des croquis politiques. Ce sont des croquis politiques. Laval, Pierre Laval, qui visiblement l'obsède. Il faut dire que... Alors voilà, il faut un peu raconter cette histoire, parce que René Goscinny a des parents juifs. Ce départ en Argentine, ce sont des raisons professionnelles, c'est-à-dire ses parents devaient, mettons, travailler en Argentine, bon très bien, ou politiques, c'est-à-dire que les parents Goscinny sentent la malemparée, le péril qui menace, et ils partent, ce qui leur a peut-être sauvé la vie. Il y a sans doute ça, parce que le climat des années 30, on le connaît malheureusement. Et puis aussi, il y a une opportunité professionnelle. Stanislas Goscinny, le père de René Goscinny, est ingénieur chimiste. On lui propose un job à Buenos Aires. Il sent qu'en Europe, les choses tournent mal. Et il va s'installer à Buenos Aires. Ça va sauver la vie de la famille Goscinny. Je dis sauver la vie parce que le reste de la famille, qui reste en France, fera partie du premier convoi pour Auschwitz, tous les frères de sa grand-mère, Anna Berezniak. Bon.
Donc, chez les Goscinny, rue Sargento Cabral, au cœur de Buenos Aires, certes, dans les rues, c'est le tango. C'est, comment dirais-je, c'est l'Argentine un peu d'avant-guerre, un peu rêvée, un peu idéalisée. C'est-à-dire que l'Europe en guerre est loin quand même. Voilà. Enfin, oui, mais Stanislas Goscinny, lui, a les origines qu'on connaît. Il a des engagements philosophiques très marqués, hein, il est franc-maçon, il fait partie d'une organisation qui s'appelle la Jewish Colony Organization, il adhère au comité de Gaulle dès 1940, dès août 1940, donc on peut imaginer que dans le foyer des Goscinny, les conversations familiales... On sait qui est Laval et on sait qui est de Gaulle. Ah, clairement, et puis malheureusement on vit au rythme surtout des lettres qui arrivent de moins en moins et qui annoncent des choses de plus en plus pénibles. Lui, René Goscinny, d'après les témoignages recueillis, parce qu'il sera très discret sur cette période de sa vie, veut s'engager dans les forces françaises libres. Seulement son père meurt en novembre 42. Il a 17 ans à ce moment-là. C'est ça, exactement. Donc, des dessins engagés politiquement, disons des caricatures, où il rit, il tourne en dérision, ce qui est une arme. D'ailleurs, il dira, l'humour est une arme. Hitler, c'est dictateur. Alors, toute proportion gardée, la comparaison est délicate, mais c'est un peu comme Chaplin qui se moque du dictateur. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que des années plus tard, lorsqu'il va créer avec Albert Uderzo Astérix, même si Astérix est une œuvre apolitique au sens de l'engagement politique, eh bien, il y a dans cette œuvre un certain culte de la résistance, alors résistance en général. Une certaine dénonciation des oppressions en général, mais dans les grands axes. Et en même temps, vous dites bien qu'il fait très attention à ça, qu'il n'a jamais professé aucune opinion politique, en tout cas en public, et qu'il a toujours fait très attention, par exemple dans Astérix, que vraiment rien ne dépasse de ce côté-là, qu'on ne puisse pas faire parler Astérix à sa place et dire que Astérix c'est de droite ou de gauche. Il était très soucieux de ça. Ah oui, totalement. Il a toujours refusé toute... D'ailleurs, on ne sait pas pour qui il votait, par exemple. Il n'a jamais fait une déclaration politique laissant penser qu'il était plutôt d'un bord ou de l'autre. Et puis, dans Astérix, perdons pas de vue que l'envahisseur est romain, mais qu'on ne donne que des baffes et que la guerre, c'est pour rire. Bien sûr. Alors, on va réécouter René Goscinny. C'est une radioscopie de Jacques Chancel, évidemment, de 1972, où il parle justement de cette enfance en Argentine. Depuis ma plus tendre enfance, je n'avais qu'un rêve, c'était de faire rire les gens. C'était glandulaire chez moi. Je crois que j'ai commencé à faire des grimaces bien avant de commencer à parler. Ça se passait en Argentine, à Buenos Aires. C'est-à-dire, je suis né à Paris et mes parents m'ont amené là-bas à l'âge de 2 ans. Et je voulais toujours faire rire, et la bande dessinée me paraissait un des moyens où on pouvait faire rire les gens, et notamment comme dessinateur. J'avais envie de devenir dessinateur aussi. Et les bandes dessinées que je lisais, eh bien les bandes dessinées françaises étaient principalement Les Pieds Nickelés, Zig et Puce. Et puis là-bas, on recevait beaucoup de bandes dessinées américaines qui existent toujours, c'est-à-dire, vous savez, Mandrake, Tarzan et autres, Agent X9, etc., etc. Voilà, alors Aymar du Châtenay, c'est René Goscinny lui-même qui nous a fait la transition. Ce qui est fou aussi dans cette histoire, c'est que c'est vraiment le rêve américain. C'est là où il va débarquer quand même très jeune, enfin il a à peine dépassé 20 ans, avec sa valise, il ne connaît personne. Personne ne le connaît, il débarque à New York, et là c'est vraiment les années de vache enragée, c'est-à-dire qu'il essaye de placer ses dessins et personne n'en veut. Oui, c'est ça, c'est la valise en carton. Oui, c'est la valise en carton version Goscinny. Voilà, c'est Macadam, à 2 doigts de Macadam Cowboy. Et donc, effectivement, il fait des dessins parce qu'il veut être dessinateur. Il ne sera pas connu pour être dessinateur. Dessinateur de presse. Dessinateur de presse, illustrateur, il veut faire des pubs, voilà. Donc, il fait des dessins, il va frapper à la porte du New Yorker, on lui refuse ses dessins. Et puis, un jour, il croise, donc il vit vraiment de très très peu. C'est une période très difficile, vous savez, mais comme beaucoup de gens qui ont débuté très modestement. Et puis, un jour, il va rencontrer une équipe de joyauderie d'Américains, dont un qui s'appelle Harvey Kurtzman, qui est peut-être pas connu du grand public en France, mais qui est un géant du comics, enfin des comics américains pourrait-on dire, qui va créer un célèbre journal qui s'appelle Mad. Mais à l'époque, Kurtzman est un type totalement inconnu comme Goscinny, et comme par hasard, ces deux inconnus se trouvent dans la jungle new-yorkaise. Kurtzman, c'est son premier complice important. C'est son premier grand complice, ils font des choses ensemble, c'est des livres pour enfants, donc Goscinny les écrit et les dessine. J'accélère un peu parce que le parcours de Goscinny est riche. Et puis il va rencontrer Maurice, le dessinateur, le créateur de Lucky Luke, qui lui aussi est à New York, il va devenir son copain. Et finalement, et puis il va rencontrer Uderzo quand il va rentrer en Europe. Et ce qui se passe, c'est que
Goscinny dessine très bien, contrairement à... ça, le livre le prouve à chaque page, oui, voilà. C'est ça. Il n'a pas abandonné le dessin parce qu'il dessinait mal. Non, c'est un excellent dessinateur, et aujourd'hui, je ne vise personne, il y a beaucoup de dessinateurs qui ont fait carrière en ayant peut-être même pas le talent de Goscinny. Mais toute son intelligence, c'est qu'en croisant, et c'est une leçon pour la vie, des gens comme Maurice, le dessinateur de Lucky Luke, donc Albert Uderzo, excusez du peu, Goscinny se rend compte que, par exemple, ces deux dessinateurs, avec qui il s'entend très bien, qui sont ses amis, ont plus que du talent. Ils ont un trait génial. Ouais. Et au lieu de s'obstiner à faire du dessin, Goscinny, qui dessine donc très très bien, ces bandes dessinées, Dick Dix, Capitaine Bibobu, quand on les lit attentivement, ce sont des œuvres de jeunesse, sont excellentes. D'ailleurs, elles sont publiées dans les journaux, etc. Dick Dix, c'est l'histoire d'un privé new-yorkais, enfin d'un privé à l'américaine à la Humphrey Bogart, quoi. C'est voilà. Ça, c'est vraiment Goscinny, dessinateur tout seul, comme un vent. Voilà, faisant le scénario et le dessin. Donc Goscinny se dit, bon, je vais les laisser dessiner, mais Uderzo et Maurice, parce que les années sont concomitantes, réalisent eux que Goscinny, il écrit de façon géniale, comme eux ne sont pas forcément capables de le faire. Il a le génie du gag, le génie de l'histoire, le génie des personnages, des formules magiques, tomber dedans quand on est petit, trouver la potion magique, etc. L'homme qui tire plus vite que son nom. Donc, ce sont des rencontres. Lui pose son pinceau, prend une machine à écrire. Uderzo arrête d'écrire les quelques scénarios qu'il faisait, il se consacre au dessin, et là, ça va donner ce qu'on... Voilà. Mais si Goscinny va devenir un aussi génial scénariste, c'est parce qu'il sait ce que c'est que le dessin, le dessinateur. Alors justement, voilà, dernier extrait de cette radioscopie de Jacques Chancel, René Goscinny, en train d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une idée pour lui. Essentiellement, dans ce métier, pour amuser les gens, il faut s'amuser soi-même. Sinon, ce n'est même pas, on ne peut pas le faire, c'est pas possible. Si je m'asseyais devant ma machine à écrire et je me disais quelle tuile il faut que je produise cette chose-là, mais je ne pourrais pas, je ne trouverais pas d'idées. Je ne dis pas que trouver des idées soit facile. Et puis, ma femme sait très bien que je la menace de me suicider pratiquement tous les quarts d'heure pendant que je cherche une idée. Seulement, j'ai envie de la trouver, l'idée. Et quand elle vient, je suis content et je suis passionné parce que j'ai pu la trouver et tout. Par contre, si je m'ennuyais à le faire, si c'était parce que j'ai des contrats ou des choses comme ça, je pourrais pas, c'est même pas pensable. Et Aymar du Châtenay, ce qu'on découvre, on le savait, mais là on a les preuves, si je puis dire, dans ce livre aussi, c'est la fascination pour le cinéma. Alors évidemment, il y a les caricatures des stars d'Hollywood, donc c'est Clark Gable caricaturé par René Goscinny, Peter Lorre, enfin les stars, voilà, des années 30, 40, et ensuite, évidemment, toute cette culture cinématographique. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que là où elle est peut-être la plus visible, c'est dans Lucky Luke? On a l'impression qu'il a la plus grande culture western, qu'il a tout vu et qu'il utilise tous les archétypes en s'amusant quand même énormément. Ah, tout à fait, il le disait lui-même. Nombre des albums qu'il a réalisés avec Maurice sont des parodie des westerns, et quand il écrit ses scénarios, quand il conçoit les cases et les dessins, il le fait comme si c'était pour le cinéma, c'est-à-dire qu'il est une caméra en quelque sorte. Il écrit avec l'œil d'une caméra. Quand relisez Astérix, alors Lucky Luke c'est très vrai, mais aussi dans Astérix, c'est écrit et conçu comme un film. C'est un homme de cinéma. Et alors, j'ai envie de vous dire, c'est lui qui fait le découpage? C'est lui qui fait le découpage, qui dit ce que doit être le dessin, comment il doit être dessiné. Donc, il décide de la valeur des plans. Est-ce que ça va être un gros plan? Est-ce que ça va être un plan général? Parce que c'est exactement la même chose, au fond. Ça, c'est le boulot du scénariste. Ouais. C'est-à-dire qu'il conçoit le dessin, ce qu'il doit être, qui doit figurer, ce que doit figurer dans la case, et puis le dialogue à côté. Donc, il fait 44 planches tapées à la machine, qu'il donne à Albert Uderzo, qui va donc magnifier, je dirais, tout ça, et transformer ça sous sa plume. Et il y a d'ailleurs dans ce livre, pour les millions de lecteurs d'Astérix et de Lucky Luke, tout des tas de croquis préparatoires dans les scénarios de Goscinny qui concernent les albums de Lucky Luke. Donc je dirais il y a une part de la potion magique dans ces croquis préparatoires. Merci beaucoup. Donc Aymar du Châtenay, Christian Marmonnier, René Goscinny, la première vie d'un scénariste de génie, c'est aux éditions de La Martinière, pour se plonger donc dans les années de jeunesse et dans l'atelier de René Goscinny, donc dessinateur jusqu'en 1955, enfin la création de Lucky Luke, ça s'arrête à peu. Et puis du Petit Nicolas. Et du Petit Nicolas. Alors voilà, on y arrive parce que vous êtes l'éditeur avec Anne Goscinny des histoires inédites, on en avait parlé avec elle l'année dernière d'ailleurs, du Petit Nicolas, immense succès de librairie ô combien mérité. Donc pour s'amuser un peu, 20 secondes de
des nouvelles histoires lues par Patrick Timsit, Elie Moon, Alain Chabat. Donc ça, voilà, il y a un CD qui vient d'être commercialisé. Voilà, le CD des histoires inédites du Petit Nicolas. L'introduction, donc, je crois, par Anne Goscinny et Alain Chabat. 6 histoires inédites du Petit Nicolas, lues par Alain Chabat. Et toi, Nicolas, a crié papa, laisse-moi écouter la radio. Patrick Timsit. Et voici Nicolas, mon fils. Elie Moon. Nicolas, je t'ai déjà répété 100 fois qu'il faut que tu fasses toi-même tes devoirs. Pour se mettre en appétit, et maintenant, et sans plus attendre, Philippe Collin.